Bonjour, chers étudiants. Ce matin, nous allons aborder les tumeurs pulmonaires. Évidemment, ces pathologies se caractérisent par leur gravité, leur incidence élevée et leur mortalité. Et les objectifs que nous allons poursuivre à travers ce cours consistent à vous familiariser avec les concepts, faire en sorte que vous puissiez comprendre la physiopathologie, saisir les spécificités cliniques, comprendre les niveaux de prise en charge. Explorons d'emblée le champ conceptuel. Nous pouvons caractériser ou catégoriser les tumeurs pulmonaires en tumeurs à grandes cellules, tumeurs à petites cellules, d'autres types de tumeurs, évidemment des tumeurs malignes et des tumeurs bénignes. Cette catégorisation nous amène à considérer les tumeurs à grandes cellules comptant pour 85% des cas de cancer du poumon, les tumeurs à petites cellules, les cancers à petites cellules, comptant pour 15% des cancers du poumon. Alors, d'emblée, nous pouvons diviser les tumeurs à grandes cellules en adénocarcinome et en carcinome squameux et ajouter évidemment le dernier type de tumeurs constitué par les cellules géantes, c'est-à-dire les tumeurs à cellules géantes. Nous allons aborder tout d'abord, dans un souci pédagogique, les cancers du poumon à grandes cellules à travers les principes de diagnostic, l'évaluation des ganglions lymphatiques médiastinaux, la prise en charge, comprenant évidemment les approches chirurgicales. Les principes de diagnostic, en principe, devraient inclure l'épidémiologie et la biologie, les caractéristiques pathologiques, les biomarqueurs, le dépistage et la détection précoce, les investigations et la prise en charge des nodules pulmonaires indéterminés, le diagnostic et la stadification, si vous me permettez cette traduction, du cancer du poumon. Évidemment, nous allons considérer aussi les principes de prise en charge. Du point de vue épidémiologique et biologique, nous pouvons avancer que le cancer du poumon est la principale cause de décès lié au cancer. Une incidence de 2,26 millions, une mortalité de 1,8 million. Le cancer du poumon représente la deuxième incidence la plus élevée, mais la mortalité la plus élevée et chez les hommes et chez les femmes. Les sciences médicales ont établi définitivement la preuve épidémiologique de l'association avec la fumée de tabac. Évidemment, sont associés aussi d'autres facteurs de risque professionnels et environnementaux. Parlant mal du tabac, nous pouvons affirmer que le tabac contient 40 carcinogènes et même plus, entraînant des dommages moléculaires. Le tabac contient des nitrosamines, des hydrocarbures, des molécules benzéniques pouvant entraîner des altérations conduisant à une prolifération anarchique de cellules, donc un processus entraînant évidemment le cancer. Il faut citer aussi des métaux comme l'arsenic, le chrome, le nickel, le radon et l'amiante, qui est une substance que l'on retrouve au niveau des mines, qui est capable non seulement de causer le cancer de la plèvre, le cancer à mésothélioma, mais aussi le cancer du poumon. Ici, sur ces graphes, vous sont présentés l'incidence et la mortalité liées au cancer du poumon. Évidemment, une incidence élevée, soit 11,4%, une mortalité élevée, soit 18%.
Ces graphes nous permettent de catégoriser les tumeurs en fonction de certaines différences biologiques. Je refuse d'entrer dans la catégorisation raciale. Mais cependant, nous considérons l'incidence chez des individus à peau noire, à peau blanche, des Asiatiques, des originaires des îles du Pacifique et hispaniques, et nous pouvons constater une légère diminution de l'incidence, toutes catégories confondues, et chez les hommes et chez les femmes. La survie a légèrement baissé de 2007 à 2018. Ici, nous pouvons constater, à partir de ce graphe, l'utilisation de la chirurgie pulmonaire chez les individus à peau blanche et chez les individus à peau noire. Du point de vue socio-économique, nous pouvons avancer que les individus de peau noire, à peau noire, sont défavorisés par rapport aux individus à peau blanche. Ici, cette cartographie, je dirais, conventionnelle de l'Organisation mondiale de la santé, mettant en évidence les incidences par 100 000 habitants au niveau des différentes régions du monde. Ainsi, nous pouvons voir que le sexe masculin remporte la palme et les régions les plus touchées sont constituées par l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Évidemment, l'Afrique est au bas de l'échelle. Puisque nous n'avons pas de statistiques en Haïti pour prendre des décisions et pour fortifier notre enseignement, nous utilisons les statistiques des pays étrangers, notamment la France, les États-Unis, à un degré moins de l'Afrique. Et c'est dans cette veine que je vous présente la prévalence de l'utilisation du tabac aux États-Unis, et vous pouvez de par vous-même constater les régions les plus touchées aux États-Unis, c'est-à-dire les régions de forte prévalence. Je voudrais faire un saut vers les autres substances, c'est-à-dire ouvrir une fenêtre sur les autres substances considérées comme drogues illicites qui sont quand même utilisées par des individus de tranches d'âge différentes. Et on a pu constater que le cannabis reste jusqu'à présent la substance la plus utilisée. Évidemment, d'autres substances comme le pentoxyde d'azote, comme le tiner, etc., pour parler haïtien, et le chicha, sont autant de substances, autant d'utilisation de substances exagérées qui peuvent favoriser la survenue du cancer du poumon. Évidemment, nous avons constaté une certaine susceptibilité génétique qui est prouvée, sachant que 15% des fumeurs développent le cancer du poumon et que les non-fumeurs représentent environ 15%. Alors, la première approche, les premières études ont révélé qu'une région du chromosome 15Q est associée à un risque accru de cancer du poumon. Et on a identifié d'autres régions situées sur les chromosomes 6P21, 5P15 associées au cancer du poumon. La biologie du cancer des poumons, au cours de ces 20 dernières années, a connu une explosion de connaissances et les avancées cliniques les plus significatives découlent de la caractérisation des mécanismes moléculaires, des thérapies ciblées et de l'inhibition des points de contrôle immunitaire. Alors, de ces caractéristiques biologiques, il en ressort que le cancer du poumon présente l'un des nombres les plus élevés de mutations somatiques
La biologie du cancer du poumon entraîne une dérégulation conduisant à toutes sortes de caractéristiques du cancer, notamment le maintien de la signalisation proliférative, l'échappement aux suppresseurs de croissance, la résistance à la mort cellulaire programmée, l'induction de l'angiogénèse, l'immortalité réplicative et l'activation de l'évasion par des métastases. Alors, ces connaissances nous portent à changer de paradigme et à développer des thérapies ciblées, et l'immunothérapie se trouve désormais au premier plan dans les approches thérapeutiques. Toutefois, une mauvaise nouvelle doit vous être annoncée. La survie globale reste toujours très faible. Alors, mes chers étudiants, je dois remonter avec vous le temps et revoir le cours d'oncologie moléculaire. Cette révision est essentielle pour que vous puissiez comprendre les différents mécanismes conduisant à la production de cellules cancéreuses. Tout d'abord, nous devons définir un proto-oncogène. C'est un gène normal présent dans toutes les cellules qui code pour des protéines impliquées dans la régulation de la croissance, la division et la différenciation cellulaire. Alors, on peut citer un exemple: CARAS, BRAF, EGFR, ALK, RET, R2, qui sont des proto-oncogènes susceptibles de devenir des oncogènes qui sont utilisés comme biomarqueurs dans le processus d'établissement du diagnostic. Alors, un oncogène, c'est la version mutée ou déréglée d'un proto-oncogène qui est devenu, de par son activité permanente et incontrôlée, contribuant directement à la transformation cancéreuse. Ici, j'ai pris le soin de vous présenter la définition de certains concepts clés comme la mutation, l'exon, la fusion, les ligands, les codons, les processus de réarrangement. Alors, j'ai pris aussi le soin de regarder avec vous une mutation faux sens, une mutation non sens, une mutation ponctuelle. Alors, nous avons constaté, en établissant le profil, je dirais, génétique de certains cancers, que les mutations somatiques sont présentes dans toute une panoplie de cancers. Et nous avons pu constater, et vous pouvez constater avec moi sur ce tableau, que l'adénocarcinome occupe la troisième place et que le carcinome épidermoïde du poumon occupe la troisième place. Je reprends, le carcinome épidermoïde du poumon et l'adénocarcinome occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Ici, une cartographie de profil génétique montrant, pas vrai, dans le cadre du carcinome épidermoïde, pas vrai, la fréquence des mutations. Le carcinome épidermoïde encore représenté, et on peut noter que l'oncogène P53, pas vrai, le TP53 proto-oncogène devenu oncogène est le gène le plus fréquemment muté.
évidemment, il existe aussi des mutations de RB1. Sur ce graphique, justement, nous sommes en train de vous montrer les processus conduisant au changement moléculaire aboutissant à la perte de contrôle de la prolifération et à la création de cellules malignes. Nous pouvons constater que l'oncogène EGFR remporte la palme, suivi de KRAS, et que les processus peuvent être soit des mutations insertion au niveau de l'exon 20 en ce qui concerne le EGFR et de l'exon 19. Ici, il y a une mutation délétion. On peut trouver au niveau de KRAS une mutation, au niveau de ALK un réarrangement, au niveau de ROS un réarrangement, et on a pu constater en comparant les populations de l'Est et de l'Ouest que les populations asiatiques sont fortement touchées par des mutations de EGFR, ainsi que les populations du côté ouest de la planète, suivies par le KRAS et les autres. Alors, j'ai essayé de définir pratiquement tous les proto-oncogènes devenus oncogènes impliqués dans le processus de transformation maligne aboutissant à la formation du cancer des poumons à grandes cellules. Nous pouvons citer KRAS, évidemment avec sa nature, son rôle et les mutations effectuées à son niveau aboutissant à une stimulation de la prolifération cellulaire incontrôlée. Nous avons présenté le MET, pas vrai, avec évidemment sa nature, son rôle et les mutations réalisées au niveau de l'exon 14, pouvant aboutir à une activation prolongée. Le ALK, sa nature, et le réarrangement effectué conduisant, pas vrai, à la création d'une protéine de fusion constitutivement active. Évidemment, plus fréquent chez les jeunes non-fumeurs. Le RET, évidemment, la fusion qui est réalisée, ouais, le ROS, pas vrai, le réarrangement réalisé, pas vrai, qui active en permanence les voies de signalisation oncogénique, le NTRK, pas vrai, les fusions réalisées, pas vrai, qui sont rares, le BRAF, pas vrai, la mutation, le R2, un oncogène avec lequel vous êtes habitué, pas vrai, dans le cadre du cancer du sein, mais qui présente des insertions, pas vrai, au niveau de l'exon 20 pour devenir oncogène et impliqué, pas vrai, dans le processus de survenue de cancer. Alors, les mutations du récepteur EGFR sont très fréquentes, pour ne pas dire beaucoup plus fréquentes. Alors ici, nous vous présentons de manière détaillée, pas vrai, le processus conduisant à cette mutation faux sens, pas vrai, et qui va entraîner, pas vrai, une croissance et une prolifération cellulaire non contrôlée. Or, la biologie étant au service de la pharmacologie, de la thérapeutique, alors des
substances ont été identifiées, évidemment, à partir de ces découvertes, et ces substances sont capables, pas vrai, d'inhiber le processus de conduction à la formation de cellules cancéreuses. Nous ne saurions négliger les voies de l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Il existe une voie intrinsèque de l'apoptose médiée par les membres de la famille BLC2, tout comme il existe une voie extrinsèque qui permet l'induction de l'apoptose par les interactions des récepteurs FAS, pas vrai? Ces voies vont converger vers l'activation des caspases, pas vrai? Et cette mort programmée est bloquée, donc la cellule devient éternelle, mais anormale. C'est une cellule éternellement cancéreuse. Alors ici, encore un profil, je dirais, génétique, pas vrai, des cancers à petites cellules. Et ici, vous est présenté le cheminement à partir des modifications génétiques et de l'épithélium normal conduisant à une hyperplasie, une dysplasie, la formation du cancer du poumon in situ et du poumon par le cancer. Alors, depuis les années 2000, on a essayé d'identifier les hallmarks, les caractéristiques émergentes et facilitatrices dans le cadre du cancer des poumons. Ici, au cours des années 2010, est présenté je dirais, un tableau de ces caractéristiques qui définissent un mécanisme de biologie du cancer des poumons permettant de rendre disponibles des traitements, évidemment, et d'évaluer aussi certains traitements. Quelles sont les caractéristiques pathologiques du carcinome pulmonaire? Alors, nous avons pris le soin dès le départ de faire la démarcation entre carcinome squameux et carcinome et adénocarcinome. OK? Et ces deux types, ou je dirais plutôt deux sous-types, peuvent présenter des adénocarcinomes invasifs, mixtes, colloïdes, fétales, etc., kératinisants, etc., basaloïdes, etc., que ce sont des moyens de classification à votre disposition que vous pouvez consulter sans toutefois les apprendre par cœur. Alors, dans les années 2015, on a aussi, pas vrai, classifié l'adénocarcinome en adénocarcinome lipidique, acinaire, papillaire, micro-papillaire. Nous avons dit que l'adénocarcinome est le sous-type prédominant, beaucoup plus fréquent chez les non-fumeurs, situé en périphérie, positive pour la cytokératine 7, pas vrai, et la thyroïde transcription, et la thyroïde transcription facteur 1, et le carcinome bronchoalvéolaire est une forme indolente de l'adénocarcinome. Alors, le carcinome squameux est lié au tabac. Je dois vous dire en passant, même si vous arrêtez de fumer, mieux vaut arrêter tôt. Mais même si vous arrêtez de fumer, le risque de développer le cancer du poumon n'est pas éliminé. Alors, ce carcinome squameux entraîne des nécroses,
est situé au niveau central et est caractérisé par la présence de perles de kératine. Les tumeurs à cellules géantes représentent 10 à 15% de ces tumeurs à grandes cellules. Ce sont de larges masses périphériques composées de cellules atypiques avec nécrose focale, le plus souvent découvertes au stade initial. Contemplez avec moi l'adénocarcinome dans ses aspects macroscopiques. C'est ce que nous voyons, nous autres chirurgiens, lorsque nous réalisons les interventions chirurgicales. Et ici sont mises en évidence, d'une part, le carcinome dans son aspect macroscopique et dans son aspect microscopique. Ici, le carcinome, l'adénocarcinome, pas vrai, du point de vue microscopique, avec un foyer de prolifération beaucoup plus accentué. Ici, le carcinome épidermoïde, okay, avec le cytoplasme kératinisé et éosinophile et la présence des perles de kératine. Le carcinome épidermoïde du point de vue macroscopique. Le carcinome à petites cellules, pas vrai, à petites cellules, dans son aspect microscopique. Le carcinome neuroendocrinien à grandes cellules, contemplé dans ses aspects microscopiques. Une tumeur carcinoïde visualisée du point de vue macroscopique. Une tumeur carcinoïde du point de vue microscopique. Alors, regardons les biomarqueurs. Alors, pour comprendre les biomarqueurs, il faut retourner aux proto-oncogènes et oncogènes et comprendre les examens que nous allons réaliser, tels que l'immunohistochimie, le FISH, pas vrai, le PCR et le NGS, séquençage de nouvelle génération. Ici, sur ce tableau, vous pouvez visualiser, vous regardez et les biomarqueurs, les types de biomarqueurs, pas vrai, les oncogènes en question, pas vrai, et une certaine, je dirais, classification selon, pas vrai, le degré de malignité de la tumeur par rapport aux mutations, par rapport aux variations retrouvées au niveau de la séquence génétique. Il existe des études modernes de dépistage du cancer du poumon. Et nous allons considérer le scanner, vous permettant de visualiser ici un nodule en verre dépoli, une caverne, un nodule solide avec des marges irrégulières évoquant évidemment un processus malin. Le PET scan nous permet, grâce à la fixation du FDG, du fluodesoxyglucose, de reconnaître les tumeurs malignes et de les différencier des tumeurs bénignes. Alors, si nous prenons la question du futur et que nous ouvrons une fenêtre sur le futur, il faut affirmer que dans le futur, le dépistage sur la base du survivalisme, le dépistage radiomique est effectué aussi à partir de biomarqueurs sériques, mais de biomarqueurs aussi exhalés, pas vrai, en comptant évidemment sur l'appui de l'imagerie par résonance magnétique. Alors, quand un individu présente un nodule pulmonaire, pas vrai, on doit mener une investigation
et assurer une prise en charge du nodule en question. Alors, les nodules peuvent être des nodules malins ou des nodules bénins. Alors, les antécédents cliniques vont nous permettre de situer ces nodules dans un contexte clinique. Pas vrai? L'imagerie, à savoir la radiographie thoracique, la tomodensitométrie, le PET scan, la bronchoscopie, la ponction à l'aiguille fine, la biopsie vont nous permettre d'établir un diagnostic. Ici, un protocole suggéré pour les nodules de 5 à 14 mm et pour les nodules supérieurs ou égal à 15 mm. D'autres protocoles sont suggérés pour les nodules de 7 à 10 mm. Pas vrai? Un algorithme suggérant l'utilisation de PET scan. Pas vrai? Et d'autres tableaux, d'autres outils nous permettant de déterminer la typologie nodulaire et les risques malins de ces nodules. Alors, quand un individu présente un cancer du poumon, il dit des symptômes. Il dit des symptômes dits pulmonaires, à savoir la toux, la dyspnée, le stridor, pas vrai, l'hémoptysie, pas vrai. Il existe des signes qui sont extra-pulmonaires, comme des signes liés à l'évasion de la paroi thoracique, l'évasion du médiastin, pas vrai? Et parmi les signes, les symptômes extra-thoraciques, on peut intégrer le syndrome paranéoplasique, plus fréquemment rencontré chez les individus porteurs de cancer à petites cellules. Alors, les symptômes métastatiques sont liés à la migration et la colonisation par le cancer d'autres organes. Le premier organe en question, c'est le cerveau, ensuite les os, le foie, les glandes surrénales, l'autre poumon, la peau et les tissus mous. Alors, c'est une pathologie qui se manifeste en ses débuts de manière insidieuse. 7 à 10% des patients sont asymptomatiques et les symptômes dépendent de la localisation. Alors, une localisation médiastinale entraîne une dyspnée, un toux, des sibilances, le stridor, des palpitations, une dysphagie. Une situation au niveau de la cavité pleurale entraîne des douleurs thoraciques, une dyspnée et la toux. Les atteintes neurologiques sont constituées par des parésies, des douleurs, des atteintes du système nerveux, la nausée, des vomissements, des altérations de la conscience, des convulsions et un méningisme. L'extension loco-régionale aboutit à la paralysie du nerf récurrent, la paralysie du nerf phrénique, le syndrome de Claude-Bernard-Horner, le syndrome de la veine cave supérieure, la dysphagie, l'épanchement pleural. Alors, le syndrome paranéoplasique, comme je l'ai avancé tantôt, représente 10 à 20% au niveau des cancers à petites cellules, caractérisés par une hypercalcémie, un syndrome de Trousseau, un syndrome de Cushing, une ostéoarthropathie, une myopathie, des neuropathies, genre syndrome de Lambert-Eaton, une hypercoagulabilité, une anémie. Le diagnostic différentiel doit être effectué avec les pneumopathies, la pneumonie, les tumeurs de la plèvre, les tumeurs bénignes, les bronchites, les pathologies comme la tuberculose pulmonaire, les sarcoïdoses, etc. Alors, il est important de pouvoir poser le diagnostic, mais il est aussi important de pouvoir déterminer le stade
dans lequel se trouve le cancer afin de déterminer une prise en charge beaucoup plus rationnelle. Alors, rappelez-vous de votre cours sur les incisions pulmonaires où l'on avait contemplé le médiastin et les niveaux ganglionnaires, les différentes stations ganglionnaires. Alors, la connaissance de ces chaînes et de ces niveaux de ganglions lymphatiques vont nous permettre de pouvoir établir un élément important du staging qui est la présence des ganglions du médiastin, des ganglions, pas vrai, appelés, dénommés N. Alors, pour établir cette classification, nous allons considérer d'abord le size de la tumeur. Et la considération, cette considération, nous allons la considérer des tumeurs T0, des tumeurs in situ, des tumeurs T1, T2, T3 et T4, évidemment. Une tumeur T4 est supérieure à 7 cm. Une tumeur T3 est située entre 5 et 7 cm. Et une tumeur T2 se trouve entre 3 et 4 cm, T2A, T2B. Alors, pour les ganglions, alors, on peut aussi avancer NX, N0, N1, N2, N3, pas vrai? Évidemment, si N0, il n'y a pas de ganglion. N1, il existe des ganglions ipsilatéraux. N2, des ganglions médiastinales sous-carinales. Et N3, des ganglions métastasés au niveau médiastinal, controlatéral, hilaire, pas vrai? Au niveau supraclaviculaire, au niveau des muscles scalènes. Alors, en ce qui a trait aux médiastases, parce qu'il y a aux métastases, excusez-moi, M0, l'inexistence de médiastase, de métastase, M1, M1A, M1B, M1C, existence de métastase. Alors, l'ensemble de ces paramètres nous amène à considérer des tumeurs T de stade 1, de stade 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C et 4A, 4B. Si vous avez présenté une audiographie avec une masse tumorale au niveau du lobe supérieur du poumon droit. Si vous avez présenté une masse tumorale à proximité de la aorte descendante et une autre nodule, pareil, située en latéral, en latéro-antérieur. Alors, les autres examens pouvant être réalisés constituent un examen des sécrétions, une bronchoscopie, la biopsie transthoracique avec aspiration, l'endoscopie bronchique ultrasonographique avec aspiration à l'aiguille fine, bah ouais, la thoracoscopie, pouvant nous permettre d'établir un diagnostic. Ici, c'est l'endoscopie, plutôt l'échographie bronchoscopique. Alors, nous permettant de regarder, pas vrai, c'est un examen qui a tendance à supplanter justement la médiastinoscopie, pouvant nous permettre de réaliser un mapping, pas vrai, la bronchoscopie visualisant les bronches et l'ultrasonographie, pas vrai, réalisant l'échographie de ces structures, notamment des ganglions qui peuvent être prélevés. Beau à voir. Alors, la prise en charge repose sur une préparation préopératoire pointue, incluant notamment une évaluation anatomique, la spirométrie, l'utilisation des valeurs prédictives, des notions qui vous sont passées, qui vous ont été passées dans votre cours de
sur la tuberculose, la prise en charge chirurgicale de la tuberculose, pas vrai? Alors, en ce qui a trait au cancer de diagnostic précoce, on peut réaliser la résection. Ces cancers ne représentent que 13% des cas rencontrés lors de l'établissement du diagnostic. On peut réaliser soit une lobectomie, soit une segmentectomie, soit une résection en coin. Mais l'évidence vous commande de réaliser plutôt une lobectomie, même s'il s'agit d'une tumeur de petite taille, de nodule, parce que une récurrence moins forte et une survie plus élevée, pas vrai, est observée avec la lobectomie. Alors, la lobectomie, la segmentectomie, la résection en coin doivent aboutir à la résection R0, ce qui voudrait dire que une résection complète du point de vue microscopique est réalisée. Alors, on peut toujours se faire aider de la chimiothérapie adjuvante, notamment chez des patients à haut risque, présentant une tumeur au stade 1B ou 2, on peut réaliser une chimiothérapie adjuvante basée sur l'utilisation de le cisplatin. Alors, évidemment, il y a des endroits où l'on combine le plaquitaxel avec le carboplatin. Alors, les patients qui présentent une tumeur à un stade précoce, mais qui pour d'autres raisons ne peuvent pas être opérés, ne sont pas opérables. Alors, on peut utiliser l'ablation par radiofréquence. Ouais. On peut utiliser la radiothérapie, pas vrai, pour pouvoir traiter ces patients. Alors, pour les patients présentant une tumeur localement avancée, c'est-à-dire T3, T4, c'est-à-dire entre les stades 2B et 4. Alors, on va considérer que les patients présentant une tumeur T3, T4, T3N1, T3N2, T4N0, T4N1 sont au stade 3A. Les patients T3N0 sont au stade 2B. Regardez à nouveau votre classification TNM. Les patients T4N2 ou bien T3, T4N3 sont considérés au stade 3B. Alors, la tumeur doit être résécable. Alors, il faut considérer cet aspect de la question. Est-ce qu'on peut réaliser une résection R0? Est-ce qu'on peut réaliser une résection R1? Alors, les tumeurs ont-ils déjà envahi, pas vrai, la carène, la colonne vertébrale, etc. On va considérer tous ces éléments et les patients N1, en examinant les patients au cas par cas, peuvent bénéficier de traitements chirurgicaux. Les patients N2 peuvent bénéficier aussi de traitements chirurgicaux après avoir bénéficié préalablement d'un traitement chimiothérapeutique, d'une chimiothérapie, pas vrai, néo-adjuvante. Alors, il faut considérer des tumeurs particulières, comme les tumeurs du sommet pulmonaire, encore appelées les tumeurs de Pancoast, les tumeurs envahissant ou ayant envahi la paroi thoracique, les tumeurs envahissant la colonne vertébrale, les tumeurs envahissant les bronches, nécessitant une bronchoplastie et les tumeurs présentant une métastase ipsilatérale.
Alors, ici, schématiquement, regardez la panoplie de résection que nous pouvons offrir. La résection en coin, disqualifiée. La segmentectomie, encore disqualifiée, mais qui sont réalisées quand même par des chirurgiens. La lobectomie privilégiée pour les tumeurs au stade précoce et la bilobectomie, la pneumonectomie préconisée pour les autres types les autres grades, les autres stades de tumeur. Alors ici, ce patient est prêt pour la thoracoscopie pour une résection. Et voici comment ce patient peut être positionné. Ici, c'est sur l'écran que nous visualisons, pas vrai, les différentes étapes de l'intervention qui consiste à ligaturer les veines d'abord, les artères et ensuite les bronches et réaliser l'intervention. Si vous réalisez une lobectomie, vous allez ligaturer les bronches, les veines, les artères, les bronches y afférents et ensuite réaliser votre lobectomie. Il en est de même pour une pneumonectomie. Alors, on peut réaliser ces interventions aussi par thoracotomie. Vous êtes habitués à cette thoracotomie, chers étudiants, déjà présenté lors du cours sur les incisions et abords thoraciques. Ici, à l'intérieur de la cavité, comment approcher les poumons, comment ligaturer les vaisseaux. Il existe des spécificités anatomiques à bien saisir pour ne pas mutiler votre patient. Ici, la robochirurgie, évidemment, dans les pays où la médecine est prise au sérieux, évidemment, où le chirurgien est assis derrière son écran et un robot réalise l'intervention avec une précision supérieure à la main humaine. Alors, dans les tumeurs de Bronkost, il faut faire très attention, ce sont des tumeurs qui intéressent le sommet pulmonaire. C'est pour cette raison que je vous ai présenté croquis anatomiques pouvant vous permettre de visualiser les vaisseaux et le plexus brachial, des éléments qui peuvent être lésés lors de l'exérèse d'une tumeur de Pankos. Alors, quand la tumeur envahit la paroi thoracique, on peut réséquer la tumeur et reconstruire la paroi thoracique. Alors, c'est une intervention lourde que j'ai pu réaliser avec mon professeur quand j'étais résident. La chirurgie réalisait une partie de l'intervention et la reconstruction, évidemment, est effectuée par la chirurgie plastique. Beau à regarder. Dans le cas des tumeurs qui envahissent la colonne vertébrale, on peut réaliser une vertébrectomie, une laminectomie, mais ces interventions sont réalisées par un team composé du chirurgien thoracique, du chirurgien oncologique et du neurochirurgien. Alors, les avancées technologiques nous permettent de réaliser d'autres types de chirurgie, comme la radiochirurgie stéréotaxique, pas vrai, qui est une technique de radiothérapie utilisant de multiples vaisseaux qui vont se converger au niveau de la tumeur, une localisation précise et une résection précise. La radiothérapie peut être utilisée pour les patients au stade 1 et 2 qui ne sont pas candidats à la chirurgie, avec une survie à 5 ans de 13 et 39%. Il y a des chirurgiens qui combinent la chimio et la radiothérapie. Mais la radiothérapie comme traitement adjuvant reste controversée. La chimiothérapie. Alors, je comprends pourquoi, à un séminaire sur les tumeurs pulmonaires, le chirurgien thoracique a été très peu cité. C'est parce que, justement, ils avaient tort. Mais nous pouvons réséquer les tumeurs du poumon dans 30 à 35% des cas. Dans 80% des cas,
ces patients nécessitent la chimiothérapie. Et malgré tout, on peut mettre en doute le potentiel curatif de la chimiothérapie. Alors la chimiothérapie peut être adjuvante, néoadjuvante, multimodale pour les tumeurs localement avancées et peuvent être utilisées aussi comme traitement palliatif pour les tumeurs au stade 3B et 4. Jetons un regard sur les cancers du poumon à petites cellules, représente 15% des cas de cancer du poumon. Peuvent être ces cancers, ce cancer peut être divisé en cancers limités. Ces cancers à petites cellules sont divisés en cancers limités et en cancers étendus, pas vrai? Ce sont des cancers méchants de survie globale autour de 20 mois, pas vrai? Présenté ainsi sur une cartographie de profil génétique, pas vrai? Le traitement consiste à réaliser une chimiothérapie à l'étoposide, une radiothérapie suivie d'une irradiation cérébrale chez des patients qui peuvent répondre, ok, avec un taux de survie à long terme de 15 à 20%, bah ouais. Il existe de petites tumeurs malignes, cancer à petites cellules, pour lesquelles on peut réaliser une résection chirurgicale suivie d'une chimiothérapie à base de 6 plastines et d'étoposide. Les tumeurs carcinoïdes représentent 0,3 à 3% des résections tumorales, peuvent être typiques, atypiques. Ce sont des lésions malignes avec des métastases, pas vrai? Ces patients peuvent développer le syndrome de Cushing. La localisation peut être bronchique, lobaire ou segmentaire. Et le traitement consiste à réaliser une résection R0, pas vrai? Une chimiothérapie adjuvante en cas de N2 et une chimiothérapie pour les cas irrésécables et métastatiques. Il existe toute une diversité d'autres tumeurs rares, blastome, thymome, hémangiome, endothéliome, mélanome, mélanosarcome et d'autres tumeurs, je dirais, bénignes comme amartome, tératome, fibrome, okay, lipome, léomiome, chondrome, pas vrai? Les tumeurs telles que les xanthomes, etc. Les tumeurs bénignes dont le traitement est la résection. Quel est le pronostic de ces tumeurs? Alors, au stade 1A, le pronostic, le taux de survie à 5 ans est de 75%. Et regardez au stade 4, c'est inférieur à 5%. En conclusion, nous disposons maintenant d'un arsenal paraclinique impressionnant. Nous ne disposons pas. Les pays sérieux disposent d'un arsenal paraclinique impressionnant. Nous autres, en Haïti, nous ne disposons pas d'arsenal paraclinique, ni de moyens thérapeutiques colossaux. Un effort sérieux a été fait à Mion-Balais pour mettre sur pied la chirurgie thoracique, mais vous savez mieux que moi à notre hôpital phare de Mion-Balais. Certes, nous réalisons parfois des chirurgies lourdes. Dans le cas du cancer des poumons, un élément fondamental est le diagnostic précoce. Nous opérons 30 à 35% des cas opérables et résécables. Malgré l'arsenal impressionnant, les moyens thérapeutiques colossaux, la chirurgie lourde des pays développés, les résultats sont mitigés et dépendent du stade de la tumeur. Alors nous devons miser sur le futur
le développement des filières telles que l'immunothérapie, la chirurgie stéréotaxique, l'ablation avec radiofréquence, pas vrai, et les technologies nouvelles qui vont naître. Et la prise en charge doit être placée dans une dimension multidisciplinaire. Le chirurgien thoracique ne peut pas à lui seul prendre en charge les tumeurs, les cancers du poumon. Il faut la présence du chirurgien oncologique, de l'oncologiste médical, du pneumologue, du cardiologue, de l'interniste. Et c'est dans ce contexte qu'on doit établir un diagramme de veine décisionnelle pour que la décision chirurgicale répond de manière adéquate à la dimension, à l'ampleur de la pathologie et puisse être capable d'assurer une survie assez substantielle du patient. Alors, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions.